Tout de suite après les attentats, quand les policiers sont venus dans ma chambre d'hôpital pour prendre ma déposition, ils ont voulu aussi me montrer des photos et j'ai pas voulu les voir. Je voulais pas mettre d'images dans ma tête, j'en avais déjà assez. Aussi parce que je devais me battre pour mon quotidien, mais je voulais pas mettre un visage sur ces fanatiques. Lors des rendez-vous qu'on avait avec le juge d'instruction, j'ai vu une différence au sein des associations de victimes qui nous ont aidés, que les parents de morts ou même certaines victimes étaient vraiment au cœur de l'enquête. Ils avaient une idée des positions de certains, les noms, leur implication. Je me souviens y être allé la première fois, prendre des notes et de me retrouver comme à la fac quand j'avais pas suivi le cours, puisque j'avais presque aucune idée de ce qui se passait. Roman et moi, on a eu un rapport différent où lui, il a voulu savoir tout ce qui s'est passé en cette nuit, minute par minute, le nombre d'impacts de balles. Ça n'a pas été mon cas. C'est presque à la veille du procès que j'ai cherché les noms des accusés et leurs photos, leurs dessins, ce pourquoi ils étaient accusés, combien d'années de prison. J'ai aussi eu ce rapport-là parce que le seul rescapé des commandos, dont je ne vais pas citer le nom, était mutique pendant tellement d'années. Je me disais que rien n'en ressortirait et ça me rendrait pas ma vie, ça me rendrait pas mes jambes, mes nuits. Et du coup, quand j'ai vu qu'on montrait la salle du procès à la télé au journal de 20h, tous les articles titrés le procès du siècle, qu'il allait avoir tous les jours des correspondants, que quand je suis allé au tribunal pour voir comment se passait l'organisation au niveau des journalistes, j'étais choqué, j'ai eu peur presque. Et comme pour beaucoup de choses qui sont liées à ces attentats, Victor, c'est une motivation. Et le procès, même si au départ, j'y allais pas pour moi, je voulais y aller pour l'honorer. Peu avant le procès, ou l'été avant le début du procès, on a été contacté pour savoir si on voulait parler, si on voulait témoigner. J'ai tout de suite pensé non. Et c'est pourquoi je comprends qu'il y ait peu de victimes qui témoignent, surtout les victimes physiques. Et Roman, comme d'habitude, a regardé s'il y avait beaucoup de gens de la belle équipe qui parlaient, puisque depuis tous ces événements, j'ai presque ressenti une différence entre le traitement médiatique des victimes des terrasses et du Stade de France que du Bataclan, ce qui est compréhensible vu le nombre de victimes et le fait qu'il y ait plus de survivants pour pouvoir le raconter. Du coup, on a vu qu'il y avait personne. Et on s'est dit, on s'inscrit. S'il y a au moins un de Nathan, Roman, moi ou Marco qui passe, c'est déjà bien. Finalement, on a tous été sélectionnés et le nombre de personnes a largement augmenté. Plus de 300 avocats, 141 médias accrédités, 1800 parties civiles. Les débats seront retransmis dans 14 salles d'audience, soit une capacité d'accueil de 2000 personnes. Un procès d'une dimension unique dans l'histoire judiciaire française. Au départ du procès, les premiers jours, j'ai pas pu y aller parce que j'avais un rendez-vous médical à Caen. Et ça montre bien à quel point le médical a toujours un impact dans ma vie et à mon quotidien. Et ça a peut-être été positif parce que
J'étais loin lorsque je me suis rendu compte qu'il avait parlé. Et à quel point ce qu'il avait dit était insensé, insultant. J'ai pensé à ma famille, à mon père et à ma sœur qui étaient sur place ce jour-là. Et j'espérais que la colère n'allait pas les absorber. Ce dernier présent, on l'a appris tout à l'heure. Oui, alors Salah Abdeslam a décidé de ne répondre à aucune... Et ça fait froid dans le dos, me disait l'un des avocats du commando. Il n'y a pas de divinité à part Allah, premier mot à la cour. Il se dit combattant. Jusque-là, on voit bien en que Salah affirmant que la Abdeslam est en train de France changer de fait couler le sang des stratégie. musulmans. Se présenter désormais à la cour d'assises comme un combattant. Qu'est-ce que j'allais dire? Comment le dire? Comment j'allais gérer le fait de les voir? J'ai regretté, je crois, presque tous les jours, un mois avant, d'avoir mis mon foutu nom sur cette liste. Pour me préparer à la salle et à comment ça allait se passer, j'y suis allée une première fois, le lundi après l'ouverture du procès. Je me suis mis au fond. Et je me suis avancée au fur et à mesure de la journée. C'était une journée avec des experts. J'avais une attente, en fait. J'avais une question pour laquelle j'attendais une réponse parce que j'avais besoin de savoir les causes véritables de la mort de Victor. Et en fait, je l'ai écouté suspendu à ses lèvres pour savoir quel corps allait être le corps de Victor. Et cette fois-là, j'étais de loin, donc j'ai essayé un peu de voir dans le box. Et je voyais parler entre eux du mouvement, les policiers partout, les gendarmes. Et j'avais presque l'impression dans un film. Et là, on lui a donné la parole. Journée d'audience marquée une nouvelle fois par les provocations de Salah Abdeslam. Et il a monologué. Pour moi, ça a duré un temps fou. J'ai senti mon corps bouillonner. J'avais presque envie de me boucher les oreilles, mais je pouvais pas. J'ai juste baissé la tête pour pas le voir. J'ai senti les garçons se lever derrière moi pour marquer leur présence dans la salle. Je leur ai dit de se calmer. Et là, ça n'avait même pas de sens. Ça n'avait même pas de sens. Je me suis dit, bizarrement, 6 ans mutique, pour sortir des phrases aussi vides. Parce que son propos est vide. Il est faux et il est vide. Et j'ai vu qu'il n'y avait aucun remords. Ce passage-là au tribunal a été salvateur parce que je me suis dit, il monologue, je vais monologuer. Et que là, ça allait être l'occasion de nous entendre et de nous voir. Pas pour leur créer de la culpabilité, parce que j'en attendais pas. Mais ils allaient nous entendre et ils allaient nous voir.